Je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour écouter ce webinaire sur la postvention, sur l'intervention auprès des endeuillés par suicide. Donc, je me présente, mon nom est Christine Genet, je suis chercheure ici au CRIS et je suis aussi professeure adjointe à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Mes projets de recherche portent principalement autour des endeuillés par suicide. Le fait d'avoir vécu le suicide, entre autres d'un adolescent, comment on survit à cette expérience traumatique-là, comment même on peut apprendre, se transformer positivement à travers cette expérience-là, et comment, comme intervenant aussi, on peut accompagner ces endeuillés-là et ces familles-là qui vivent ce drame-là. Donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça va pas très long. Donc, le titre de la présentation aujourd'hui va être la postvention. Comment accompagner les familles qui sont endeuillées par le suicide d'un adolescent. Les participants, les co-chercheurs qui étaient avec moi dans cette recherche-là sont Mme Francine Gratton et Mme Denise Malo, qui était ma directrice et ma co-directrice. Et j'ai aussi eu la chance de poursuivre au niveau du concept de croissance post-traumatique avec Mme Nancy Filet au niveau du postdoctorat. Au niveau du plan de la présentation, ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est bon, tout d'abord un peu, c'est quoi le phénomène du suicide? C'est quoi aussi le deuil qui en résulte? Le processus de croissance qui est possible suite à un suicide? Et aussi, c'est quoi les pistes d'intervention en postvention pour soutenir cette croissance post-traumatique-là? C'est souvent ce qu'on se demande comme intervenant, comment on peut faire pour accompagner ces familles-là. Donc, si on regarde au niveau du phénomène du suicide, plus spécifiquement, là, en 2016, on a eu les dernières données de l'INSPQ par rapport au taux de suicide. Donc, en 2016, il y a eu 1046 suicides au Québec, dont 803 hommes et 243 femmes. C'est le taux qui est le plus bas depuis 1981. Donc, oui, on est content. C'est un taux de 12,1 par 100 000 personnes. C'est intéressant. Par contre, ça reste un taux qui est quand même important, 12,1 personnes, surtout quand on va voir tout à l'heure le nombre de personnes qui sont touchées pour chaque suicide. C'est d'autant plus préoccupant à ce moment-là. Les gens qui ont le taux le plus élevé sont les hommes de 50 à 64 ans. Ce qui est particulier, par exemple, chez les jeunes, c'est que oui, le taux est pas nécessairement le plus élevé si on regarde les adolescents. Par contre, c'est les populations où le nombre de taux de décès qui est attribuable au suicide est le plus important. Donc, chez les hommes de 15 à 19 ans, 30 des décès sont attribuables au suicide. Et chez les femmes, c'est 20 des décès qui sont attribuables au suicide chez les 15-19 ans. Donc, si on peut essayer d'intervenir à ce niveau-là, on pourrait diminuer considérablement le nombre de suicides, le nombre de décès chez cette clientèle-là. Mais c'est quoi les particularités d'un deuil par suicide? Parce que des deuils, tout le monde en vit en général, mais c'est quoi particulièrement quand c'est un deuil par suicide? Donc, les particularités de ce type de mort-là, c'est que, premièrement, c'est une mort qui est violente. C'est une mort qui est non naturelle, qui est soudaine, mais c'est aussi surtout une mort qui est auto-infligée. Donc, c'est là aussi la particularité de ce type de deuil-là qui va s'en suivre, c'est que la personne a posé le geste de s'enlever la vie. Donc, il va pouvoir y avoir un sentiment de rejet et d'abandon qui est particulier avec ce type de deuil-là. Au niveau des particularités, il y a différentes études qui sont intéressées à ça. Quand on regarde au niveau quantitatif, les données au niveau est-ce qu'ils sont plus en dépression, est-ce qu'il y a plus d'anxiété ou ces choses-là, les études ne démontrent pas nécessairement une particularité ou des différences marquantes entre ce type de deuil-là, deuil par suicide versus ces autres types de deuil. Par contre, c'est au niveau qualitatif qu'on voit un petit peu plus ces différences. Donc, entre autres, il va y avoir du déni. Du déni, on en voit dans tous les types de deuil. Ça fait partie des phases qu'on connaît du deuil et tout ça. Par contre, avec le suicide, ce qui peut arriver, ça va être un déni de la cause. Les gens peuvent même arriver à dire, ben, il s'est pas suicidé. Même s'il y a une lettre d'adieu, même si il y avait une lettre de suicide, les gens peuvent venir nier la cause. Généralement, peut-être à cause de la stigmatisation, du tabou entourant avec ça. Il y a aussi la culpabilité. Culpabilité de ne pas être intervenu, de ne pas avoir vu venir, de ne pas avoir pu empêcher le geste. Donc, les gens peuvent vivre énormément de culpabilité par rapport à ça. Toute la stigmatisation, la honte aussi qui va entourer du suicide, qui va être particulier, qu'on ne retrouvera pas nécessairement dans d'autres types de deuil. Les familles, puis on va le voir plus tard, mais les familles qui nous disent, bien, je me questionnais à savoir est-ce que je le dis, mon jeune il est décédé, pourquoi? C'est pas une question qu'ils vont se poser quand leur jeune va être décédé par cancer, par exemple. Ils vont dire qu'ils ont eu un enfant puis qu'il est mort du cancer. Mais quand leur enfant est mort par suicide, est-ce que je le dis? Est-ce que je le nomme que j'ai cet enfant-là qui est décédé par suicide? Il peut y avoir de la colère envers la personne qui s'est enlevé la vie.
mais aussi de la colère envers les intervenants. Puis ça, c'est important d'en prendre conscience quand on est un intervenant en postvention. Les gens les familles peuvent vivre de la colère envers nous parce qu'ils ont fait des démarches, ils ont essayé d'aider leurs jeunes qui étaient en détresse, qui n'allaient pas bien. Puis ça n'a pas fonctionné parce qu'il a mis fin à ses jours. Donc, à ce moment-là, il peut y avoir de la colère qu'on n'ait pas pu aider. Donc, après ça, quand on va leur offrir du soutien, bien, ça peut être plus difficile à accepter parce que pourquoi tu vas m'aider quand tu n'as pas été capable d'aider mon jeune? Donc, il peut y avoir cette colère-là. Et comme je vous disais, tout le sentiment de rejet, d'abandon aussi qui peut être vécu. Qu'est-ce qui est la particularité du deuil d'un enfant? Parce que là, on voit, ça, c'est les particularités du deuil par suicide, mais quand c'est un enfant, quand c'est notre jeune, ça ne va pas dans l'ordre normal des choses. On s'attend dans la vie de perdre nos parents. En premier, on s'attend de perdre des personnes âgées, mais de perdre notre enfant, ça vient nous chercher encore plus. Il y a des études, entre autres, qui ont démontré, puis particulièrement quand c'est des deuils par suicide, il y a des études qui ont démontré que les parents étaient vus beaucoup plus négativement quand c'était un enfant qui était décédé par suicide. Ils démontraient des vignettes qui à la fois parlaient d'un décès par cancer versus un décès par suicide. Quand les gens analysaient les familles, ils voyaient beaucoup plus négativement, ils avaient tendance à juger plus négativement les parents d'un enfant qui était décédé par suicide qu'un enfant qui était décédé du cancer. Donc, il y a toute cette réalité-là aussi. Ça vient ébranler l'ensemble de la famille aussi, parce que là, les parents sont en deuil de leur enfant qui est décédé, mais la fratrie aussi. La fratrie n'a pas ses parents qui vivent le deuil à ce moment-là, parce qu'eux autres aussi sont souffrants. Donc, il y a toute cette réalité-là qui arrive aussi quand c'est le deuil d'un enfant. Les endeuillés par suicide sont plus à risque aussi, ça a été démontré dans la littérature, de vivre du stress post-traumatique, de vivre de la dépression, d'avoir des idées suicidaires et même de passer au suicide eux-mêmes. Donc, souvent, on se demande comment intervenir en prévention du suicide. On cherche des moyens pour prévenir le suicide, mais là, ici, on a vraiment une population qui est à risque de suicide avec laquelle on pourrait intervenir davantage. Donc, c'est une population qui est vraiment à considérer quand on veut faire de la prévention du suicide. Mais c'est qui les endeuillés par suicide? C'est qui ces gens-là? Donc, une question pour vous en commençant. Pour chaque suicide qu'on va rencontrer, pour chaque suicide, il peut y avoir combien de personnes qui vont être touchées par suicide? Donc, je vous laisse le temps de voter. Mais je suis contente de voir que la majorité, quand même, 41% a la bonne réponse, à savoir que jusqu'à 100 personnes peuvent être touchées par un suicide. Et ça, à différents niveaux. C'est ce qu'on va regarder, c'est ce qu'on va regarder ici. Les deuils suite à un suicide, chaque suicide, comme je vous disais, peut toucher jusqu'à 100 personnes. Dans les derniers écrits, entre autres, de Serrel et ses collaborateurs aux États-Unis, ont fait une étude pour essayer de voir c'est quoi le continuum de l'impact que peut avoir un suicide sur les gens. Donc, ils ont découvert que souvent, on va s'intéresser aux endeuillés à long terme. Les familles, les proches vont faire partie du cercle plus concentrique au milieu des endeuillés à long terme. Mais il y a d'autres gens qui peuvent être touchés par le suicide, un suicide qui survient. Donc, entre autres, il y a, tout d'abord, les gens qui sont exposés au suicide. Les gens exposés au suicide, c'est quand on va penser les premiers répondants qui vont intervenir sur les lieux d'un suicide. On pourrait penser à une station de métro. On est à Montréal, ici, s'il y a un suicide dans le métro, les gens qui vont être à la station de métro, le chauffeur de train, le chauffeur de camion, les gens qui vont voir le suicide, c'est les gens qui sont exposés au suicide. Il y a aussi des gens qu'on va dire qui sont affectés par le suicide. C'est des gens qui vont avoir un lien avec la personne, mais peut-être pas une grande connaissance. Si on pense à des milieux scolaires ou des organisations de travail, par exemple, une organisation de travail, ça pourrait être moi, je suis infirmière de profession à l'hôpital. Ça pourrait être une collègue qui est sur un autre département, mais elle travaille dans le même hôpital que moi. Je peux m'identifier un peu. Je sais c'est qui. C'est plus proche que juste ce que j'entends aux nouvelles. Donc, je pourrais être affectée par le suicide. Les endeuillés à court terme, c'est des gens qui vont avoir plus un lien de proximité avec la personne. Donc, ça serait ma collègue sur mon département de travail. C'est pas ma grande amie. Je suis pas endeuillée, anéantie, mais ça reste que ça vient me chercher davantage. Et c'est difficile d'identifier à quel niveau se situent les gens qui vont avoir été exposés au suicide ou ils vont se retrouver dans quelle catégorie. Parce qu'un premier répondant, ça fait 5-6 suicides auxquels il est exposé, peut trouver à un moment donné qu'il va se retrouver dans la catégorie des gens affectés par le suicide parce qu'il va commencer à avoir un petit peu plus d'émotions, il va commencer à être un peu plus bouleversé par le suicide. Versus une famille très proche, on pourrait penser le frère, mais que dans le fond, ça fait des années qu'il
qui n'a pas vu son proche, on pourrait le penser d'emblée comme un endeuillé à long terme, mais il pourrait se retrouver à d'autres niveaux. Donc, juste faire attention comme intervenant à ne pas catégoriser les gens, mais c'est juste de savoir que ça peut s'étendre à plus de personnes qu'on pense, les gens qui sont touchés par le suicide. Est-ce que les endeuillés par suicide sont une population plus à risque de suicide eux-mêmes? On l'a vu tout à l'heure. Je vais passer la question à ce niveau-là, mais oui, ils sont eux-mêmes plus à risque de suicide et donc sont une population sur laquelle on peut faire de la prévention du suicide en particulier. Et est-ce que, puis là, c'est en même temps avec le titre de la présentation, vous devriez avoir la bonne réponse, est-ce qu'il est possible de se transformer positivement suite à un deuil par suicide? Donc, oui, en effet, il est possible, puis on va arrêter ici à ce niveau-là pour les réponses, mais oui, c'est vrai, on peut se transformer positivement à la suite d'un suicide. Par contre, il faut faire attention dans la façon dont on va l'amener aux endeuillés, parce que ça peut être très confrontant au départ de se faire dire que, vous savez, on peut se transformer positivement, la résilience, la croissance post-traumatique et tout ça. Ça peut être très confrontant pour les gens qui sont en deuil actuellement de penser au fait que je pourrais apprendre puis grandir de cette expérience-là. J'ai vécu cette expérience-là de l'avoir mentionné trop vite à des endeuillés dans une des entrevues que j'avais fait et le père était très offusqué que j'avais pu penser qu'il allait apprendre puis grandir de cette expérience-là. Alors maintenant, c'est pour ça que je parle plus de transformation parce que c'est peut-être un petit peu moins blessant pour les endeuillés à ce moment-là. Même s'il y a des particularités d'un deuil suite à un suicide, même si c'est un événement qui est bouleversant, qui amène des risques de suicide, qui amène des risques de dépression, de stress post-traumatique, certains individus et certaines familles se transforment positivement à travers cette expérience-là et c'est de là qu'on parle de croissance post-traumatique. Donc, la croissance post-traumatique, c'est un concept qui a été développé, entre autres, par Tedeschi et Calhoun, qui sont des auteurs des années 90 dans le domaine de la psychologie positive, qui font référence à une transformation positive à la suite d'un trauma. Donc, si on pense au suicide avec les particularités que je vous ai nommées tout à l'heure, encore plus quand c'est le suicide d'un adolescent, un enfant qui vient tout bouleverser l'ordre normal des choses, on peut voir ça comme un potentiel trauma pour la famille. Et la transformation positive va passer par un changement de la perception de soi, un changement dans les relations avec les autres, puis un changement dans la philosophie de vie. Et un instrument de mesure qui peut être utilisé pour mesurer cette croissance post-traumatique-là, c'est la Post-Traumatic Growth Inventory qui a été développée et qui existe une version aussi en français. Et on va voir qu'à la base, ce n'était pas un concept que je connaissais avant de commencer mon doctorat, mon étude doctorale. Par contre, ce que les familles m'ont décrit, puis on va le voir tout à l'heure quand je vais vous le présenter, les familles, ce qu'ils m'ont décrit, c'est vraiment ces changements-là. Les changements dans la perception de soi, dans les relations avec autrui et dans la philosophie de vie. Et on voit que ce qu'ils me décrivaient pouvait faire penser à de la croissance post-traumatique. Donc, le processus que je vais vous présenter aujourd'hui, ce processus de croissance-là qui est possible suite à un suicide, est issu du projet doctoral que j'ai mené, qui était une recherche en théorisation ancrée pour bien comprendre le processus de croissance suite à un suicide d'adolescent. Il y a 17 participants qui ont accepté de participer à l'étude, qui provenaient de 7 familles. Donc, je vais vous les présenter un peu, les familles. Comme vous voyez à la fin, la famille, c'est tous des noms fictifs, là. Au niveau de la famille S à la fin, vous voyez qu'il y a 2 jeunes, c'était une famille où il y avait 2 adolescents qui s'étaient suicidés à quelques années d'intervalle. Et je vais vous les présenter un petit peu. On voyait qu'il y avait des hommes, des garçons, des filles qui s'étaient suicidés. Il y a la notion d'avoir un diagnostic de santé mentale ou pas. C'était une question qu'on posait d'emblée là, au niveau du questionnaire socio-démographique. Et on l'a inclus dans ce tableau-là parce qu'on se rendait compte que finalement, ça avait un impact. Le fait d'avoir un diagnostic de santé mentale pour le jeune qui s'est suicidé avait un impact dans le processus de croissance des familles parce que le fait d'avoir un diagnostic, on pouvait donner un sens plus facilement. On pouvait expliquer le geste du jeune en se disant, il était malade. C'est à cause de sa dépression. C'est à cause de son trouble bipolaire. Donc, tous ces éléments-là aidaient la famille à faire sens de l'événement. Le fait qu'il y avait des tensions ou non au sein de la famille avant le suicide pouvait aussi avoir un impact dans la façon dont ils allaient traverser leur processus parce que c'était pas facile nécessairement à dire, mais en même temps, ça pouvait alléger le fardeau. C'était très difficile, c'était tendu dans la maison. Donc, c'est sûr qu'il aurait aimé mieux que ça allait mieux sans que le jeune se suicide, mais d'une certaine façon aussi, ça l'avait apaisé un petit peu dans la famille à ce moment-là. Par contre, ça pouvait faire vivre de la culpabilité que de penser que
ben on est soulagé parce que notre enfant, finalement, il est décédé. Ça peut faire vivre beaucoup de culpabilité, mais éventuellement, par exemple, ils pouvaient se souvenir des bons moments qu'ils avaient eu avec leur jeune. Le lieu du décès était important aussi. On voit que c'est principalement au domicile familial parce que les souvenirs qui étaient associés, quand ça se passait à la maison, quand les gens continuaient à demeurer dans la maison, il faut avoir davantage de souvenirs qui étaient associés avec le lieu du décès. Le moyen qui avait été utilisé, la découverte. On constatait à travers les entrevues que la personne qui avait découvert le jeune vivait plus difficilement le processus de croissance, compte tenu des souvenirs, compte tenu des flashs que cette personne-là pouvait avoir, ça avait un impact plus grand. Et c'est d'autant plus, entre guillemets, traumatisant le fait d'avoir découvert le jeune que dans la famille où il y a les 2 adolescents qui se sont suicidés, le deuxième, quand il s'est suicidé à l'âge de 17 ans, ce qui est arrivé, lui, c'est lui avait été aider sa mère pour son frère quand il s'était suicidé. Et il savait l'impact que ça pouvait avoir que de trouver la personne qui s'était pendue. Et à ce moment-là, lui, sur sa porte de chambre, avait laissé une lettre à sa mère en disant ne rentre pas et appelle les ambulanciers parce qu'il ne voulait pas imposer de nouveau à sa mère. Donc, pour vous dire l'impact que pouvait avoir cette image-là que les gens ont une fois qu'ils ont trouvé leur proche décédé. Et au niveau des familles, pour donner un aperçu aussi, il y avait autant des familles nucléaires, des familles recomposées, des familles monoparentales, séparées. C'est important aussi d'avoir de la fratrie. Pour moi, dans la recherche, c'est un critère d'inclusion qu'il y ait une présence d'une fratrie parce que je voulais voir l'impact sur la famille et non pas seulement sur le couple. S'il n'y avait pas eu de fratrie, bien, il y a cette notion-là d'un frère ou d'une sœur qui est restant. Les parents deviennent un couple seulement, ils n'ont plus les parents de d'autres personnes. Donc, il y avait cette importance-là. Au niveau du délai aussi, hein, c'était pas tout récent, le suicide, mais il m'en parlait encore, puis il pouvait me nommer des détails. On voyait que c'était vraiment important à ce moment-là. Donc, si on regarde le processus de croissance de façon générale, qu'est-ce qu'on voit au niveau du processus de croissance? C'est que le suicide arrive comme un cataclysme. On voit, c'est l'éclair qui est au centre. Ça vient bouleverser. Mais ça n'arrive pas n'importe où, ça n'arrive pas n'importe comment, ça arrive dans un contexte particulier. Donc, dans un contexte familial qui est déjà présent, s'il y avait des tensions et tout ça. Donc, ça, c'est le contexte familial. Ça arrive dans un contexte social. Est-ce que ça arrive dans un contexte urbain? Parce qu'on avait des familles qui venaient d'un milieu plus urbain, des familles qui venaient de milieux plus ruraux. Et on voyait qu'il y avait une différence aussi à ce moment-là dans un contexte plus rural où tout le monde se connaît, où on peut plus facilement identifier c'est qui. Des fois, il peut y avoir plus de tabous, stigmatisation. Donc, ça arrive dans un contexte social particulier. Ça arrive dans le suicide se produit d'une certaine façon, avec certaines circonstances entourant le suicide. Donc, comme on a parlé tout à l'heure, au domicile familial, est-ce qu'il y a c'est qui les premiers répondants qui arrivent, dans quel contexte ça survient? Ça avait un impact aussi. Les émotions vont aussi venir amplifier l'ampleur de ce cataclysme-là que les familles vont vivre. S'ensuit après ça une période de naufrage. Donc, je suis très visuelle, donc je voyais ça comme un bateau. Il y a une période de naufrage qui arrive par la suite. Et cette période de naufrage-là peut être plus ou moins longue, dépendamment de la présence de bouées de sauvetage. Est-ce que la famille possède des ressources intrafamiliales, extrafamiliales, qui vont lui permettre d'arriver à rebondir à un certain moment? Et ils vont entreprendre des actions pour permettre cette émergence-là, qui va leur permettre d'apprendre et de grandir. Donc, on va regarder les différentes dimensions maintenant à ce niveau-là. Pour l'émergence, quand on parle d'apprendre, ils vont apprendre sur soi, sur les autres, sur la vie en général. Donc, sur soi, bien, puis ça, on le voit, là, il y a un père qui disait, c'est sûr qu'on a beaucoup appris. On a appris qu'on a des grandes capacités. Donc, ils ont appris en termes d'individus que oui, on est capable de passer à travers des événements très difficiles. On a des forces insoupçonnées. Mais c'est pas la journée même qu'il pouvait m'en parler. Là, ça faisait peut-être 4 ans, 5 ans, 6 ans qu'il avait vécu cet événement-là. Il était capable de dire, ben oui, c'est vrai. On a appris aussi sur les autres. C'est qui nos vrais amis? C'est sur qui que je peux compter? C'est qui avec qui je dois maintenir des liens? Avec qui je peux me fier ou sur qui je peux compter? Puis sur la vie en général aussi. Dans le fond, qu'il faut saisir les petits moments de la vie, que la vie va continuer, puis que ça se continue malgré tout. Ça, c'est des apprentissages qu'ils pouvaient faire aussi à travers cette expérience-là. Grandir, il y avait aussi des dimensions, grandir comme individu. Les gens disaient, à travers cette expérience-là, j'ai appris à communiquer. J'ai appris à développer des nouvelles capacités à communiquer.
un père, entre autres, ça m'avait surpris ce père-là quand il m'en avait parlé parce que c'est un monsieur qui avait été plus difficile au niveau de l'entrevue, à faire parler, tout ça. Puis il me disait, vous saviez, madame, disons que j'aurais pas parlé comme ça il y a 3 ans, avant le suicide, avant les thérapies. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Donc, lui, il était capable de dire qu'à travers cette expérience-là, le fait d'avoir été en thérapie, d'avoir travaillé, d'avoir développé cette communication-là avec sa conjointe, maintenant, il était capable de plus étaler un peu ses émotions puis nous parler de comment il vivait ces expériences-là. Ils ont aussi qui décrivent une sensibilité beaucoup plus aiguisée. Ils me décrivaient comme, c'est comme si on a des antennes. On est capable de sentir la douleur des autres. Donc, les gens disaient, on est plus à l'écoute de la douleur du monde. Ils disaient, des fois, on est capable, dans une salle, de repérer les gens qui vont être un peu plus souffrants, les gens qui vont nous ressembler, puis avec qui on peut aller communiquer. Comme famille, il y a aussi, bon, des nouvelles communications intrafamiliales. Une belle-mère qui disait, ça nous a changé en tant que famille. Je pense que d'un côté, ça nous a renforcés. Ça leur permettait justement de peut-être apprendre à se parler. Ils ont développé des habiletés de communication individuelles, puis ça leur permettait après ça aussi en famille de se parler plus. Ça leur a serré des liens. Une sœur disait, cette épreuve-là, ça nous a rapprochés. On était rendus où moi, je voulais quasiment plus voir mon père. Pour la première fois de ma vie, je passe du temps toute seule avec mon père. Et la sœur, quand elle me parlait de cette situation-là, elle me disait vraiment à la fin, avant que sa sœur décède, elle était en conflit perpétuel avec son père, la sœur que j'ai rencontrée. Elle me disait, je ne voulais pas y parler, j'étais toujours en conflit avec lui. Puis c'est pas revenu le lendemain du décès, c'est pas revenu le lendemain du suicide. Par contre, avec le temps, éventuellement, il y a une belle-mère qui est arrivée dans le portrait, qui a posé des questions, qui a fait en sorte que le père et la fille se sont parlé. Et à partir de ce moment-là, elle a réalisé qu'elle pouvait compter sur son père, puis qu'elle pouvait lui parler, tout ça. Puis elle me parlait en entrevue, puis elle disait, c'est sûr que j'aimerais mieux avoir cette relation-là avec mon père, puis que ma sœur soit encore vivante. Mais je peux dire que parce qu'il est arrivé cet événement-là, puis parce que j'ai eu à cheminer à travers cette expérience-là, maintenant, j'ai une relation avec mon père que je n'aurais pas dit sinon. Donc, c'est les apprentissages, c'est la croissance qui peut venir. Mais nous, comme intervenants, c'est où qu'on peut intervenir, puis c'est à quel endroit on peut avoir une piste d'action aussi. Donc, c'est ça qu'on va essayer de regarder un peu plus en profondeur. J'aime beaucoup cette image-là de montrer que pour les familles, c'est un peu ça aussi, c'est d'essayer d'arriver à repousser, à refaire cette croissance-là malgré les épreuves difficiles. Puis des fois, ça leur prend des mains pour les soutenir. Puis comme intervenant, on peut être ces mains-là qui vont être là pour soutenir la croissance. Donc, au niveau des pistes d'intervention en postvention, ce que j'ai à vous suggérer, c'est les différents endroits que, selon moi, puis selon ce que les familles m'ont décrit, on pouvait avoir des pistes d'intervention. Donc, on peut jouer au niveau du contexte social. C'est quelque chose que, généralement, on fait, mais qu'on peut continuer à faire davantage. Au niveau des circonstances entourant le suicide, au niveau des émotions, au niveau des bouées de sauvetage, puis au niveau des actions. Donc, je vais vous présenter ces différentes pistes d'intervention-là. Si on pense au contexte social, entre autres, sur quoi on peut agir, c'est tout le tabou entourant le suicide. Il y a un père qui me disait, lui, il venait d'une communauté culturelle différente, puis il disait, il y a quelqu'un qui m'a dit, un très bon ami, on ne dira pas que c'est un suicide. On n'en parlera pas. Dans les premières heures, bon, il faut t'appeler les gens, il faut que tu dises que ton jeune est décédé, puis tout ça. Puis l'ami disait, on va juste dire qu'il est décédé, on ne dira pas que c'est un suicide. Puis le père a dit, non, moi, je ne veux pas. Mon fils s'est suicidé. Ça fait partie de son histoire. C'est une famille où il y avait déjà, bon, le jeune avait un diagnostic de santé mentale, il avait fait quelques tentatives, donc c'était quand même connu qu'il y avait cette détresse-là. Mais le père, lui, a tenu à ne pas avoir ce tabou-là, parce qu'il disait, après ça, je vais être pris avec cet effet-là de ne pas avoir dit que c'était un suicide. Mais cette question-là, entourant le suicide, demeure beaucoup, puis demeure dans leur pensée longtemps. Les frères et sœurs me disaient, des fois dans leur entourage, ils se questionnaient à savoir, ben, est-ce que j'en parle ou que j'ai un frère ou une sœur? Parce que si j'en parle, ils vont me demander, ben, pourquoi il n'est pas là, Jamir? Il va falloir que je dise qu'il est décédé. Puis ils vont me demander pourquoi il est décédé. Puis, ben, là, je veux-tu le dire que c'est suicidé? Parce que si je dis que c'est suicidé, la conversation va arrêter tout de suite, il va y avoir un froid. Versus si j'avais parlé qu'il était décédé par cancer, par exemple, bien là, les gens viendraient, c'est dommage, j'ai de la sympathie, tout ça. Quand il y a un suicide, ils vont sentir le froid. Fait qu'il y avait toute cette question-là, puis il existe encore ce tabou-là entourant le suicide, même si on en parle de plus en plus, il reste avec quand même un malaise. Il y a aussi toute la stigmatisation associée au suicide. Un père qui était plus dans un milieu rural, lui, me disait, bien, je me sentais comme un criminel à un moment donné.
me sentais comme responsable coupable. La jeune fille, son adolescente, s'était suicidée et quelques mois, quelques années plus tard, il y en a eu d'autres dans la communauté. Et il s'est comme senti responsable, pointé du doigt comme étant le père de la première qui avait entraîné les autres. Et cette stigmatisation-là existait, là, on parle dans un milieu rural où les gens se connaissaient un peu plus, mais même en milieu plus urbain, il y a une sœur qui me disait à un moment donné, moi j'ai pris l'autobus, puis c'est l'autobus qu'on prenait toujours pour aller à l'école, l'autobus de la ville, puis j'entendais le chauffeur parler avec une autre personne dans l'autobus, puis dire « Hey, t'as entendu ça? Il y a une jeune qui s'est suicidée. » Puis elle dit « Moi, je sais que c'est ma sœur de qui il parle. » Puis il en parle comme ça dans l'autobus. Donc, cette stigmatisation-là peut exister encore. Donc, de continuer à faire les semaines de prévention du suicide, de continuer à parler de ce phénomène-là, je pense que ça va aider à diminuer cet impact-là au niveau du contexte social. Au niveau des circonstances entourant le suicide, on n'a pas vraiment de pouvoir d'action sur comment se passe le suicide, sur le lieu où a eu le suicide, le moyen qui a été utilisé. Par contre, il y a au niveau du contact avec les premiers répondants qu'il y a vraiment un impact qu'on peut avoir à ce moment-là. Les familles perçoivent beaucoup ça dans ce qu'ils me décrivaient, perçoivent beaucoup ça comme de l'intrusion. Ils perdent possession de leur enfant, ils perdent possession de leurs moyens à ce moment-là. Donc, ce qu'une mère me disait, tous les policiers qui sont rentrés chez nous, ça se promenait partout, ça regardait partout. Après ça, tu la laisses partir toute seule parce que, bon, dans ce contexte-là, la jeune fille, au moment que les premiers répondants, les ambulanciers sont arrivés, ils ne pouvaient pas déclarer le décès sur place, donc il fallait qu'ils l'amènent à l'ambulance. Ils n'étaient pas capables de dire es-tu décédé ou pas à ce moment-là. Et la mère, elle disait tu la laisses partir toute seule, j'ai pas pu l'accompagner dans l'ambulance parce que fallait que les policiers m'interrogent, vu que j'étais celle qui avait découvert, donc je faisais pas comme partie de la scène, et donc il fallait qu'ils l'interrogent à ce moment-là. Tu ne sais pas encore si elle est vivante ou si elle ne l'est pas. Puis tu la laisses partir, tu ne peux pas l'accompagner. Une autre famille me décrivait, eux autres, l'impact de le père est arrivé, c'est lui qui avait découvert son jeune, et le jeune avait laissé une lettre de suicide, mais la mère, elle était au travail, puis quand elle arrive et tout ça, les policiers ramassaient les lettres et tous les documents pour amener au niveau du coroner et tout. Puis le père disait, ben, il voulait prendre toutes les lettres. Il dit, une chance, à l'époque, j'avais une machine fax à la maison, j'ai pu faire une copie de la lettre d'adieu, sinon ma femme ne l'aurait pas vue. Parce que les policiers apportent ça. Et ça fait partie des qui leur remettent quelques temps plus tard, bien entendu, mais ça reste que sur le moment, quand tu cherches tes réponses, puis que tu n'as pas accès à ça, tu sens que les gens prennent possession de tes éléments. Mes contacts avec les premiers répondants, il y a une mère qui nous a parlé du bienfait qu'un policier avait eu dans son cheminement, quand justement lui est arrivé, la maman qui avait eu ces deux jeunes qui s'étaient suicidés, au moment du deuxième décès, c'est le même policier qui est revenu qui était là au premier aussi, puis qui est arrivé, puis s'est assis avec elle. Je pense qu'il se connaissait un petit peu, mais il avait dit « tu as tout fait ce que tu pouvais ». Il ne faut pas que tu te sentes coupable à travers cette expérience-là. Puis ça y a fait un baume à cette mère-là, que le policier prenne le temps de s'asseoir avec elle, de lui parler, de l'écouter. Donc, c'est vraiment, il peut avoir un grand rôle à ce moment-là. Puis les premiers répondants, ce qui est important de se rappeler aussi, c'est que, bien, premièrement, eux aussi, de par leur travail, ils ont à des fois aussi essayé de faire une brisure pour ne pas être trop dans l'émotion non plus tout le temps dans leur travail. Mais c'est le premier visage de professionnel que les endeuillés vont voir. Donc, à ce moment-là, eux, ils sont tellement dans l'adrénaline, dans le stress, ils ne feront pas nécessairement la différence entre c'est-tu un policier, c'est-tu un intervenant que je vais revoir après et tout ça. Mais c'est le premier contact avec les milieux professionnels qu'ils vont voir. Donc, après ça, quand on va leur offrir des services, si ce premier contact-là n'a pas été des plus accueillants ou des plus respectueux, bien, des fois, ça peut peut-être freiner aussi la demande d'aide qu'ils vont faire par la suite. Puis bon, c'est sûr que comme infirmière, j'ai aussi gardé l'idée dans l'urgence, à l'urgence, quand les familles arrivent à l'urgence, il y a une mère qui disait c'est tellement froid à l'hôpital. On nous isole dans une pièce toute seule en attendant. Puis elle nous décrivait aussi comment, je ne sais pas si c'est cette mère-là ou une autre, mais c'est arrivé à quelques reprises qui nous décrivait l'ambiance qu'ils sentaient à l'urgence, où il y avait l'impression de voir les infirmières qui faisaient des détours pour ne pas passer devant la chambre parce que comme infirmière, on ne sait pas quoi dire, qu'est-ce qu'on va leur dire, qu'est-ce qu'on va leur répondre. Et dans ce temps-là, ben, on donne de la documentation, on envoie l'agent pastoral, mais les parents disent on veut juste que quelqu'un pense, qu'ils reconnaissent qu'on existe, qu'on est là, qu'on peut les écouter, parce qu'ensuite, on va être là encore pour les aider si on a besoin. Fait que de montrer notre disponibilité, ça va aider à ce moment-là. Même si des fois, on ne sait pas quoi dire, de juste être présent, ça peut les aider à ce moment-là.
Et de penser aussi, on a tendance à être bon pour donner de la documentation, mais ces gens-là se retrouvent avec justement des papiers qu'ils vont ramener à la maison, qu'ils vont déposer sur le coin d'une table parce que là, pour le moment, ils sont pris dans le brouhaha de planifier les funérailles, de contacter tous les proches pour les informer de l'événement, ils sont dans l'adrénaline. Donc, les papiers restent sur le coin de la table. Et c'est quelques semaines, quelques mois plus tard, quand là, les proches s'éloignent un petit peu parce qu'à un moment donné, on se dit, ben là, la vie reprend son cours, puis dans le fonctionnement de la vie normale, après 1 ou 2 semaines, on se dit, ben là, on peut passer à d'autres choses. Puis après 2 mois, ben là, on s'attend à ce que la personne ne nous parle pas toujours de sa détresse. Fait que l'entourage s'éloigne un petit peu. Et c'est à ce moment-là qu'il y aurait besoin de leur soutien. Mais les papiers qu'on leur a remis à l'urgence, souvent, ils ne les retrouvent pas. Fait qu'on a une réflexion à faire comme intervenant aussi, à penser à mieux arrimer peut-être les services. Il y a des places que ça se fait, l'arrimage entre les services de postvention et les services d'urgence, d'informer pour qu'il y ait de la relance téléphonique, mais c'est quelque chose peut-être à penser de faire de façon plus systématique. Au niveau des émotions, bien, comme on parlait tout à l'heure, quand il y a un suicide qui survient, bien, il y a différentes émotions qui vont être vécues. Donc, entre autres, bien, la surprise, le choc, beaucoup de tristesse, de la culpabilité, de la colère, comme on disait, envers la personne décédée, envers les professionnels, envers l'entourage aussi. Parce que des fois, une fois que le suicide survient, ça l'ébranle, les gens de l'entourage qui peut-être s'en veulent, qui rétablissent des contacts. Donc, une sœur a dit, moi, j'étais assez fâchée. On avait la jeune fille qui s'était suicidée avait des problèmes au niveau des comportements et tout ça, puis c'était lourd, donc il était moins invité dans les réunions familiales et tout ça, fait qu'elle disait, ben moi j'étais fâchée quand une fois qu'elle est décédée, tout le monde est arrivé aux funérailles en larmes, en pleurs, et dire que c'était donc dommage, mais quand ça faisait 2 ans qu'ils nous invitaient plus à nulle part parce que c'était trop difficile avec elle, ben il y avait beaucoup de colère envers cet entourage-là. Fait que des fois, on pourrait penser, comme intervenant, que la famille est bien entourée parce qu'il y a beaucoup de monde autour d'eux et tout ça, mais des fois, s'il y a de la colère envers cet entourage-là, bien, peut-être que le soutien ne sera pas le plus adéquat. Donc, il ne faut pas juste se fier au nombre de personnes qu'il y a autour à ce moment-là. Il peut aussi avoir de la peur qui peut être vécue. Peur de vivre une autre perte, d'établir des nouvelles relations. Ça, c'est une émotion que je n'avais pas nécessairement recensée dans la littérature et je ne m'attendais pas nécessairement à retrouver, mais les familles me parlaient de ça. D'autant plus quand il y avait des frères ou des sœurs qui venaient en âge d'avoir des enfants pour les parents, qui devenaient à ce moment-là grands-parents. Il y avait toute cette inquiétude-là de dire, bien, comment je vais m'attacher à cet enfant-là? Est-ce que je vais m'attacher puis je vais de nouveau vivre une autre perte, une autre douleur aussi intense? Est-ce que j'aime mieux garder une certaine distance pour ne pas avoir aussi mal une autre fois? Est-ce que je vais être capable de voir à travers cet enfant-là d'autres choses que mon enfant qui s'est suicidé? Donc, il y avait toute cette question-là aussi qui revenait, cette peur-là. Au niveau de la tristesse aussi pouvait revenir avec le temps. Il y a une mère qui me disait, bon, elle, c'est sa fille qu'elle a perdue par suicide. Et quand son fils lui a annoncé que sa conjointe était enceinte, elle était heureuse pour son fils, mais elle est allée se cacher dans les toilettes pendant quelques minutes sur le coup parce qu'elle a vécu cette bouffée de tristesse-là de dire, je ne pourrai jamais vivre ça avec ma fille. Cette proximité-là de grossesse. Donc, la tristesse peut perdurer dans le temps puis peut revenir à d'autres moments. Donc, d'avoir ça en tête. Et notre rôle comme intervenant à ce moment-là, c'est de normaliser. C'est de normaliser les émotions qui vont être vécues. Entre autres, la colère envers la personne qui est décédée. Parce que ça peut être très souffrant à vivre, cette colère-là, envers quelqu'un de qui on devrait être triste. Donc, c'est à côtoyer cette peur-là, accompagner la peur de se réattacher et de ne pas prendre personnel toute la colère qu'ils pourraient vivre contre les professionnels. On ne sait pas le bagage, les démarches qu'ils ont faites avant que le jeune se suicide. Donc, s'ils ont de la colère envers nous, des fois, ils peuvent avoir aussi de la colère envers le processus d'aide, que des fois, on leur dit, tu as tant de temps de soutien qu'on peut t'offrir. Des fois, ça peut être un peu confrontant parce qu'ils se disent qu'en tant de semaines, ils n'ont pas le temps de faire le tour, fait que ça peut être confrontant aussi. Donc, notre rôle, c'est d'accueillir ces émotions-là, aussi de leur permettre de les ventiler, parce qu'à un moment donné, l'entourage trouve ça difficile de soutenir ces émotions-là. Donc, nous, on a un rôle plus à distance d'être capable de soutenir des diverses émotions qui vont être vécues. Aussi, quand il y a de la fratrie, de penser que les enfants, des fois, vont vouloir protéger leurs parents, de ne pas vivre les émotions à leurs parents qui vivent déjà beaucoup de tristesse. Donc, comme intervenants, nous sommes dans les milieux scolaires,
des fois dans des milieux communautaires, dans des maisons de jeunes. Des fois, ça peut être une place aussi pour accueillir les émotions des frères et des sœurs qui ne veulent pas surcharger leurs parents à ce moment-là. Entre autres, il y avait une mère qui me décrivait l'impact que peut avoir eu, des fois on n'y pense pas, mais une éducatrice spécialisée à l'école ou une éducatrice du service de garde qui avait été pendant les années primaires de la jeune sœur, qui avait été la personne ressource quand la sœur se sentait envahie par les émotions du deuil de ses frères, bien, elle pouvait aller voir cette éducatrice-là. Donc, tout le monde peut avoir un rôle à jouer à ce moment-là. Au niveau des bouées de sauvetage, les interventions qu'on peut avoir, entre autres, ce qui était important pour les familles, c'était la cohésion, le respect, le soutien entre les membres. C'est pas tout le monde qui va cheminer au même rythme, c'est pas tout le monde qui va avoir les mêmes besoins. Donc, comme intervenant, on peut essayer justement de soutenir ce respect et ce soutien-là. Entre autres, il y a deux parents qui démontrent très bien ce respect et ce soutien-là mutuel de deux parents qui, leur jeune fille, elle s'était suicidée devant le métro. Et pour la mère, c'était important de savoir c'était où, à quelle station de métro. Puis à chaque année, elle va porter une fleur à la mémoire de sa fille, versus le père qui, lui, ne veut pas savoir c'est où. Et il se respecte à ce niveau-là. La mère accepte que son conjoint ne vienne pas avec elle à toutes les années porter la fleur. Puis le père respecte que pour madame, c'est important d'aller faire ce rituel-là. Donc, cette cohésion-là, ce respect-là est très important. Aussi, d'essayer de bâtir sur leur expérience antérieure. Ils ont probablement vécu en tant que famille ou en tant qu'individu des coups durs par le passé. Donc, essayer d'aller bâtir là-dessus. C'était quoi leur expérience positive avec les professionnels de la santé? C'est comment ils ont fait face à des coups durs par le passé. Il y a une mère qui disait, ben moi, dans mon enfance, j'ai vécu un feu, on a tout perdu. Puis, j'ai été capable de me rappeler que j'ai été capable de passer à travers cet événement-là. Puis, quand j'ai vécu le suicide de mes garçons, ben ça m'a rappelé que oui, à un moment donné, j'ai tout perdu. Puis, j'ai été capable de passer à travers. Donc, ça peut être, on peut avoir ce rôle-là aussi de leur rappeler qu'est-ce qui avait fonctionné. De valoriser les forces individuelles. Comme je vous disais, ils n'avancent pas tous au même rythme. Et comme professionnel, on peut aussi essayer d'aller bâtir sur les forces individuelles. Il y a une famille, le père me disait, une chance que ma femme était là parce que pendant quelques mois, puis il disait clairement, elle nous a tiré par les cheveux, moi puis ma fille. C'est grâce à elle qu'on a réussi à cheminer. Puis, à un moment donné, ben, on a tout repris pied et on a été capable de poursuivre. Mais pendant un certain temps, c'est elle qui avait cette force individuelle-là. Puis comme intervenant, il faut identifier cette personne-là qui est peut-être plus forte à ce moment-là, sur laquelle on peut bâtir. Puis après ça, le restant de la famille va pouvoir cheminer aussi. Allez voir aussi les croyances facilitantes. C'est quoi entre autres pour la mère que ses deux fils s'étaient suicidés, elle, sa croyance facilitante, à ce moment-là, c'était de dire, bien, ma fille, elle n'a pas le même père que les deux garçons, puis c'est ce qui va la protéger. Comme intervenante, je ne suis pas allée lui dire que ça ne la protégeait pas à 100%. Parce que pour elle, c'était aidant à ce moment-là, parce que ça lui permettait de laisser sa fille évoluer, puis de grandir, puis faire ses expériences. Mais d'aller chercher ça, puis de dire, ben oui, vous avez raison, peut-être que ça peut la protéger à certains milieux. Vous n'êtes pas la même personne non plus maintenant. Donc, d'aller bâtir sur ces croyances facilitantes-là, ça peut aider aussi. Au niveau extrafamilial, les bouées de sauvetage qui peuvent être très utiles, entre autres, c'est la disponibilité du soutien, le soutien informel, les amis, les proches, la famille, le milieu de travail, le milieu scolaire. Comme intervenant, c'est important d'aller voir est-ce qu'il existe du soutien, est-ce que le soutien est disponible autour d'eux. S'il n'y en a pas, à ce moment-là, on peut offrir du soutien. Il y en a qui en ont énormément, qu'à ce moment-là, bien, les groupes d'entraide ou ces choses-là ne seront peut-être pas nécessairement utiles à ce moment-là. Et pour les familles qui en ont moins, bien oui, ça peut être utile. Puis à un certain moment, quand les proches, le milieu de travail, le milieu scolaire s'éloignent un petit peu ou deviennent moins présents, mais c'est peut-être à ce moment-là qu'on peut leur offrir du soutien un peu plus formel, avec soit le médecin de famille, le psychiatre. Donc, d'aller faire ce repérage-là du soutien qui est disponible pour les familles, ça peut être aidant. Puis, au niveau du temps, bien là-dessus, on n'a pas vraiment de contrôle, mais les familles me le disaient tous que avec le temps, c'est sûr que ça s'apaise. J'ai trouvé très beau la symbolique, puis il y a plusieurs familles qui m'en ont parlé, la symbolique de la cicatrice. Ils me disaient que c'est comme si c'est une cicatrice indélébile qu'on va avoir, qu'on va être marqué à vie de cette cicatrice-là. La peau demeure plus fragile autour de la cicatrice, mais à un moment donné, on est capable de vivre sans que ça soit souffrant constamment.
Au niveau des actions, sur quoi on peut encourager les familles à agir, bien, il peut y avoir de maintenir vivant le souvenir de l'adolescent. Soit en prenant part à des rituels. Donc, il y a une famille qui disait, bien, les rituels, ça a beaucoup contribué à ce qu'on fasse notre deuil, puis à ce que ça aille bien. Parce qu'il y avait des moments particuliers où on repensait aux jeunes, où l'entourage se remobilisait autour de la famille pour les soutenir dans ce deuil-là. Eux, c'était une famille qui avait des deuils très ritualisés et ça les avait beaucoup aidés. Il peut y avoir aussi de réserver un espace à l'adolescent suicidé, conserver des souvenirs, créer un lieu symbolique. Plusieurs familles m'ont parlé d'une boîte ou d'une boîte à souvenirs. Une sœur qui me dit qu'elle a débuté un scrapbook pour sa sœur. Mais la boîte à souvenirs qui se perpétue. Et les parents disaient clairement, moi, la boîte à souvenirs, je veux que mon fils la conserve tant que nous, on va déménager. Je veux que ça reste vivant. Donc ça, pour eux, c'était important d'avoir ces souvenirs-là. Mais qui était réservé dans un espace particulier, qui n'était pas nécessairement toujours présent autour, mais qui était dans un espace réservé pour le jeune. Il faut aussi qu'il apprivoise la perte, qu'il intériorise la présence. Il y a une sœur qui me disait, puis j'avais trouvé ça touchant, elle me disait, j'ai eu une sœur pendant 14 ans, mais c'est fini. Il va falloir que j'apprenne à vivre sans sœur. Il faut que j'apprenne à être un enfant unique. Je suis née, je n'étais pas un enfant unique. Maintenant, il faut que j'apprenne à être un enfant unique. Donc, éventuellement, il faut qu'il apprenne à intérioriser cette présence-là. Comment on peut intérioriser la présence de sa sœur ou de son enfant qui est décédé. On peut aider à travailler là-dessus. D'autres actions qu'on peut accompagner les familles, c'est à s'ouvrir à la discussion, les aider à se parler, à échanger, à ne pas rester parce qu'ils nous disaient qu'il faut qu'on se parle. Chacun reste dans son coin à vivre ça tout seul, on n'ira pas nulle part avec ça. Le fait aussi d'avoir un projet commun. Pour une famille, ça a été d'aller en voyage. Ils me disaient, on est allé en France, ça nous a permis de prendre un recul, de progressivement espacer nos douleurs. C'est là que ça a commencé. Pour d'autres, juste le processus de penser puis de réfléchir à un voyage, d'organiser tout ça, c'était aidant pour eux à ce moment-là parce qu'ils disaient, enfin, on focus sur d'autres choses que sur la perte. Il y a une famille, quand ils sont allés en voyage, d'autres qui avaient amené la photo de leur fille, puis ils disaient, elle fait partie du voyage avec nous. On l'amène avec nous, mais c'est des bons souvenirs qu'on se crée avec elle différemment. Il peut y avoir aussi le fait de revisiter les liens d'attachement actuels ou futurs. Quand je vous disais la peur de se réattacher, donc d'essayer de les accompagner dans le fait qu'ils vont revisiter les liens d'attachement. Pour un conjoint, ça a été difficile. Quand une belle-fille lui a demandé d'être le parrain, il n'était pas sûr, je suis capable, je n'ai pas été capable de protéger mon enfant, je vais être capable de protéger ce filleul-là de d'autres choses. Fait que d'apprendre à s'attacher. Comme intervenant, on a ce pouvoir-là de les aider à verbaliser ces peurs-là, de les accompagner dans cet attachement-là. La recherche de sens, c'est une pierre angulaire au niveau du suicide, la recherche des pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? La personne qui s'enlève la vie part avec une partie des réponses. Donc, un père disait, ça arrête jamais les questions dans un premier temps. Même s'il y a des lettres d'adieu, même s'il y a un diagnostic de santé mentale, il y a quand même beaucoup de pourquoi qui arrivent. Et il y a une mère qui me disait, à un moment donné, il faut arrêter de se poser des questions. Puis du moment où tu arrives à faire ce move-là, tu peux commencer à regarder en avant. Mais c'est progressivement. C'est de les accompagner, justement. Il y a des gens qui vont avoir besoin de lire. Il y en a d'autres que ça va être en parlant. Il y en a qui ont été s'acheter tous les livres qui se faisaient sur le sujet, alors que d'autres, ça a été d'aller rencontrer les amis jeunes pour essayer de comprendre ce qui se passait. Mais cette période-là de questions, c'est à accompagner, c'est d'essayer de répondre le plus possible à leurs questions, puis de les amener à penser éventuellement à dire, on les aura pas tous, ces questions-là. Puis une sœur disait, c'est sûr que pour alléger la souffrance, on essaie de donner un sens, essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé. Le fait de partager son expérience aussi peut être très aidant pour les familles. Partager son expérience, c'est tout d'abord de faire en sorte que le suicide n'arrive pas pour rien. Donc, ça donne un certain sens au drame qu'ils vont avoir vécu. Puis c'est aussi de refaire des contacts avec d'autres gens, d'extérioriser ce qu'ils ont vécu. Donc, une mère disait, pouvoir aujourd'hui compter notre vécu à nous, notre drame, puis comment on s'en sort, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien parce qu'on sait qu'on aide les autres, puis ça nous fait du bien parce qu'on en parle. Il faut aussi arriver à accepter que la vie reprenne son cours. Ça, c'est quelque chose qui était assez difficile quand même pour plusieurs familles, d'accepter qu'à un moment donné, on recommence à rire, on commence à avoir du plaisir. Il y a une mère, entre autres, qui disait, me forcer à faire des activités, travailler, sourire, trouver ce qui me fait plaisir, apprécier le soleil, les fleurs, travailler dans mon jardin. Cette mère-là avait trouvé très difficile de recommencer à faire son jardin parce que son fils était allergique aux abeilles. Donc, il n'y avait pas de fleurs devant la maison.
pour les abeilles pour prévenir que son fils se fasse piquer. Puis à un moment donné, elle était en train de faire le jardin, puis elle était contente de mettre des fleurs. Puis après ça, elle a eu comme un instant de culpabilité, de dire je suis quasiment contente qu'il soit décédé parce que là, je peux mettre des fleurs. Puis elle a pensé à son fils, puis elle s'est dit qu'est-ce qu'il me dirait? Il me dirait ben vas-y, mets-en des fleurs, puis amuse-toi parce que je suis plus là, puis c'est correct que tu t'amuses. Puis ça lui a fait un bien énorme à cette mère-là à ce moment-là. Il y a une sœur qui disait, ben là, il faut qu'on reprenne une vie, mais à 3 et non pas à 4. Donc, accepter que la vie reprenne son cours, c'est important aussi pour eux dans leur cheminement, puis de les accompagner là-dedans parce que ça peut entraîner de la culpabilité. Je vous parlais tout à l'heure de la trajectoire, quand on parlait, bon, la période de naufrage suivie du rebondissement, de l'émergence. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait des différences. Il y avait différents types de processus de résilience qu'on pouvait voir. Donc, il y avait les familles qui étaient énergiques, qui à la fois vivaient un rebondissement qui était rapide et qui avaient une émergence qui était continue. Il y avait les familles qui étaient stupéfaites, où le rebondissement était plus tardif. Ça prenait du temps avant de reprendre pied puis de remonter. Mais une fois qu'on recommençait à remonter, l'émergence se faisait de façon continue. Il y avait les familles combattantes qui rebondissaient rapidement, mais il y avait beaucoup d'embûches quand ils faisaient l'émergence. Et il y avait la famille tenace, qui, ben, eux, c'était beaucoup plus difficile au niveau du rebondissement qui était tardif. Puis une fois que l'émergence commençait, ben, il y avait des embûches. Donc, on va voir plus spécifiquement pour ces différentes trajectoires-là, c'est quoi les pistes d'intervention. Donc, les familles énergiques, généralement, on ne les rencontrera pas. Ce pas des familles qui vont venir consulter parce qu'ils ont beaucoup de soutien, soit autour d'eux ou de façon intrafamiliale, ils vont avoir beaucoup de soutien. Par contre, on peut quand même les encourager à s'investir dans leur énergie, mais pas uniquement dans des activités liées à la thématique du suicide. Il y en a qui rapidement vont se mettre en action et qui vont décider d'avoir une fondation, de se lancer dans la prévention du suicide et tout ça. On peut les accompagner là-dedans, faire attention au surinvestissement, faire attention que c'est toute la famille qui accepte de s'impliquer de cette façon-là, d'être identifiée comme ça. Essayer de maintenir d'autres choses de vivant que juste le fait d'être des endeuillés par suicide. Il faut aussi quand même leur faire connaître les sources de soutien formelles parce qu'il y a une famille qui était énergique qui me disait, ben tu sais, avoir su, on aurait aimé ça quand même savoir, on se débrouillait bien, mais avoir su qu'il y avait des services qui existaient, ben peut-être que ça aurait été encore plus vite. Fait que des fois, on pense qu'ils vont bien puis qu'ils n'en ont pas nécessairement besoin, mais quand même de les informer, ça peut les aider à au moins comprendre peut-être ce qu'ils vont vivre. Offrir la disponibilité, leur permettre de venir chercher de l'aide aux besoins, rendre l'information disponible. Donc, maintenant, bon, avec tous les sites Internet, la QPS et tout ça, tous les services qui sont faits au niveau des endeuillés, tout ça, de juste leur dire que ça existe, qu'ils peuvent communiquer avec les centres de prévention du suicide et tout ça pour les endeuillés. Juste de savoir que ça existe, quand ils en auront besoin, bien, ils pourront y faire appel. Pour ce qui est de la famille stupéfaite, la famille que c'est un petit peu plus difficile, c'est un peu plus long de rebondir puis de reprendre pied. Essayez d'identifier avec eux, de faire un peu plus l'inventaire des bouées de sauvetage qui sont manquantes. En fait, généralement, c'est des familles qui peut-être que soit au niveau intrafamilial, le soutien est moins présent, peut-être moins de cohésion, ils ont peut-être moins de ressources familiales pour s'en sortir. Le soutien extrafamilial est peut-être moins présent aussi. Donc, à ce moment-là, comme intervenant, ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de faire l'inventaire avec eux. C'est quoi leurs ressources qu'ils ont disposent, puis qu'est-ce qu'ils auraient besoin pour aller un peu mieux. Aussi, essayer de voir c'est quoi le moment opportun pour intervenir. À certains moments, il y a une famille qui disait, ben moi, j'en voulais pas d'aide. J'étais très réfractaire à tout ça, mais à un moment donné, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une fenêtre d'opportunité qui arrive à certains moments, puis c'est de pas baisser les bras quand ils nous disent non, pas d'être harcelant non plus, mais quand ils nous disent non, de toujours démontrer cette disponibilité-là. Peut-être d'aller trouver aussi, c'est qui dans la famille, l'individu qui va être le plus ouvert à l'aide qu'on peut lui offrir, puis d'offrir ce soutien-là peut-être à un individu dans la famille, puis éventuellement, c'est le restant de la famille qui va en bénéficier. Au niveau de la famille qui est combattante, bien, c'est une famille qui rapidement, je vous disais, hein, rapidement, ils vont se mettre dans l'action, ils vont rebondir, mais une fois qu'ils vont commencer leur émergence, bien, il va y avoir d'autres coups durs qui vont arriver. Donc, entre autres, la maman qui avait les 2 jeunes qui s'étaient suicidés, bien, c'est sûr que au départ, ça allait bien, ils se mobilisaient, tout le monde allait bien, mais là, quelques mois plus tard, la mère elle a eu une maladie physique. Ensuite, il y a eu le 2e suicide. Donc, il arrive des événements qui font que
ils perdent pied dans leur période d'émergence. Donc, à ce moment-là, ben, c'est d'assurer la disponibilité lorsque d'autres coups durs. Donc, de rester disponible en tout moment, de penser à la fratrie, parce que là, quand les coups durs s'accumulent à ce moment-là, ben là, les parents deviennent parfois un peu dépassés. Donc, d'offrir des ressources auprès de la fratrie, de soutenir aussi les membres extérieurs à la famille. On pense aux grands-parents, on pense au milieu scolaire aussi du jeune, du frère ou de la sœur, peut-être de soutenir le milieu scolaire pour qu'eux soutiennent la fratrie. Donc, de penser aussi à cet extérieur-là à ce moment-là. Au niveau des familles tenaces, comme je vous disais, ça, c'est les familles que, bon, le processus est long avant le rebondissement, puis une fois que commence le rebondissement, il y a quand même d'autres difficultés qui arrivent. Donc, comme souvent les parents à ce moment-là vont se retrouver vraiment épuisés, c'est essayer d'encourager la fratrie à maintenir le lien avec les camarades, de maintenir le lien avec les ressources extérieures. Donc, de penser à les orienter justement vers des ressources extérieures qui vont pouvoir les aider à soutenir alors que les parents à ce moment-là sont peut-être un peu dépassés par tout ce qui se passe. Aussi penser des fois dans ce type de situation-là, peut-être que la relation entre parents-enfants va être moins saine en guillemets, que l'enfant va vouloir prendre soin de son parent. Donc, d'accompagner à ce qu'il y ait un rétablissement d'une relation saine entre les parents et l'enfant. Collaborer avec eux à savoir c'est quoi leurs besoins. Est-ce que les services qu'on leur offre, la structure de services qu'on leur offre, est-ce que ça les aide suffisamment? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient leur bénéficier? La famille qui représentait bien ce type de famille tenace-là dans mon projet de recherche, c'est une famille qui a mis de côté tous les services jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y a une intervenante qui leur dise « Je vais être là jusqu'à temps que vous en ayez besoin ». Parce que de façon générale, ce qu'ils recevaient comme service, c'était « je suis là, je vais vous donner des services pour 10 semaines ». C'est comme ça que ça fonctionne au niveau de la postvention. Puis, la mère, à un moment donné, elle a dit « Moi, ça ne donne plus rien parce qu'après 10 sessions, c'est juste là que je suis rendue au cœur du bobo. Puis, vous arrêtez tout ça à chaque fois, puis il faut que je recommence avec quelqu'un d'autre. » Puis, elle a dit « Moi, j'en veux plus de service. » Elle cherchait de l'aide pour sa fille, mais elle a dit « Moi, j'en veux plus. » Jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y a eu un intervenant qui lui dise « Écoutez, on va aller jusqu'à temps que vous en ayez besoin. » Puis, finalement, ça a été 1 an de temps qu'elle a eu des services par cette ressource-là. Puis, c'est ce qui a permis qu'à la fasse confiance de nouveaux professionnels. Puis, comme intervenant aussi, on a à adapter nos services, justement, quand il y a des besoins particuliers comme ça. C'est pas toujours évident. Des fois, on a les contraintes organisationnelles, mais quand c'est possible, essayer de les adapter. Par contre, il est quand même possible d'avoir une absence de transformation positive. C'est un peu plate à dire, mais ça arrive des situations où c'est pas possible de se transformer positivement. Il y avait un exemple, entre autres, dans la recherche. Il y avait une famille, c'est un couple qui était séparé. Contexte familial qui était très difficile, parce que juste pour nous mettre en contexte et comprendre un peu ce qui se passait, une mère qui était isolée socialement, qui avait peu de soutien. L'ex-conjoint était encore très présent auprès d'elle. Ses parents, elle, étaient encore très présents, mais c'est une mère qui probablement avait des problèmes de santé mentale, donc probablement au niveau du trouble de personnalité, qui mettait en conflit puis qui fermait toujours toutes les portes, mettait en échec tous les intervenants. Donc, le soutien était offert par l'ex-conjoint puis les parents. À un moment donné, eux autres étaient plus capables non plus de soutenir la mère. Et tous les souvenirs qu'elle avait conservés, la jeune fille s'était suicidée dans son appartement. Tous les souvenirs qu'elle avait conservés étaient en lien avec le geste suicidaire. Donc, elle n'avait pas déplacé la chambre de la jeune fille et la jeune fille avait déplacé son lit pour se suicider. La mère avait gardé ça comme ça. Donc, le souvenir qu'elle avait, oui, on peut garder vivant le souvenir d'un adolescent, mais d'essayer de garder des souvenirs autres que ceux liés au suicide, ce que cette maman-là n'avait pas été en mesure de faire. Donc, la mère s'est suicidée 2 années après sa fille. Et ce système familial-là, n'existe plus. Le jeune garçon vit avec son père, il est très heureux, ça va bien, mais son système avec sa mère n'existe plus, avec sa mère et sa sœur. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir comme intervenant de cette situation-là? Puis sur quoi on pourrait agir? Entre autres, les relances périodiques. De penser, la mère mettait en échec tous les intervenants, mais de ne pas baisser les bras quand ils mettent en échec les intervenants. De quand même penser à faire des relances périodiques. Vous ne vouliez pas d'aide à ce moment-là. Est-ce que c'est toujours le cas? Essayer de travailler aussi avec si je pense à cette mère-là, qui aurait pu être travaillée, c'est peut-être à essayer de garder des souvenirs autres que ceux associés au suicide. Qu'est-ce que vous pourriez garder vivant comme souvenir de votre fille qui ne vous rappellera pas nécessairement le geste suicidaire? Ça peut être aidant aussi. Puis essayer d'intervenir auprès de la famille élargie, auprès des autres personnes significatives, parce qu'eux s'épuisent. Comment on peut intervenir auprès d'eux pour justement
faire en sorte qu'eux assurent le soutien jusqu'à temps que la personne nous offre cette fenêtre d'opportunité-là comme intervenant où on pourrait agir. Donc, c'était mes recommandations au niveau des différentes interventions qu'on peut faire en postvention, sur quoi on peut agir. Donc, si vous avez des questions, je suis prête à répondre à vos différentes questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes. Donc, entre autres, j'ai Mme Grondin qui me demandait, est-ce que vous avez observé que les couples se séparaient après le suicide de leur adolescent? Moi, c'est sûr qu'il y a un biais à quelque part dans ce type de recherche-là, parce que c'est sûr que c'est des gens qui acceptent de parler de leur expérience. Donc, généralement, les gens qui vont vraiment pas bien accepteront pas de parler de leur expérience à ce moment-là. Donc, il y avait ce biais-là. Il y a des familles, il y a une famille qui s'est séparée, mais était en processus de séparation avant le suicide de l'adolescent. Donc, ça a juste confirmé le processus dans lequel il était, mais les familles ne se sont pas nécessairement séparées après. La littérature parle du fait que oui, ce type de crise-là peut entraîner des séparations au sein du couple, surtout dans un contexte où il y aurait une recherche de coupable. Quand on recherche le sens, on cherche à comprendre pourquoi que le geste suicidaire est arrivé. Des fois, on peut essayer d'aller chercher des coupables. Ah, si tu n'avais pas fait ça, si c'était pas arrivé comme ça. Et à ce moment-là, quand on essaie peut-être de rechercher un coupable, ça peut peut-être entraîner plus de conflits. Mais dans les familles que j'ai rencontrées, il n'y a pas eu de séparation à la suite du suicide, par exemple. Et merci beaucoup à vous. Je voyais que les gens là, dans le chat me disaient merci. Merci à vous d'être intéressés par ce sujet-là, puis de vouloir faire peut-être votre côté aussi, vos actions par rapport à la postvention. Donc, passez une bonne fin de journée.